Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Des signaux faibles apparaissent et des tendances se développent dans notre société. Les leaders savent les sentir et les transformer en opportunités pour créer leur business, étendre leurs activités et mettre au point les meilleures pratiques dans les industries du sport outdoor et du tourisme. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Solellac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et en particulier des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette deuxième saison, à l'aide de nos invités, nous voulons pousser un peu plus loin la découverte de chaque pilier de la plateforme de marque et certains métiers liés au marketing et à la communication des marques de sport outdoor et des destinations touristiques. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, pas de topo théorique et nous avons le plaisir d'accueillir Muriel Faure, directrice des opérations de l'agence de voyage Tirawa. Bonjour Muriel. Bonjour à toutes les deux. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors on va, comme l'a dit Ariane, rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ton parcours académique et ensuite ton parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui ? Alors j'ai la chance, j'ai grandi dans un environnement plutôt international, même si j'étais pas forcément très éloignée de l'Europe, puisque j'ai grandi à Genève. Et je me suis orientée vers des études de sociologie et anthropologie. Mais pour ne rien vous cacher, c'était plutôt un choix par défaut. Ma passion, c'était le jazz. J'étais saxophoniste et je m'imaginais une grande carrière dans la musique. Puis finalement, la réalité m'a rattrapée. J'ai posé mon instrument et je suis partie dans ces études jusqu'à soutenir une thèse en sociologie et anthropologie. Et la particularité qui a d'ailleurs aiguillé l'ensemble de mon parcours professionnel par la suite, c'est que c'est un élément peut-être un peu singulier quand on est dans les sciences humaines et sociales, c'est que j'ai réalisé ma thèse dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la recherche, c'est-à-dire que j'ai fait ma thèse en entreprise. Et au cours de cette thèse, j'étais rattachée à un laboratoire CNRS à Paris, au Muséum national d'histoire naturelle, et j'ai participé, parfois piloté, des gros projets de recherche et développement à l'échelle européenne. Et donc très tôt, j'étais en prise directe entre, on va dire, le public et le privé, qui anime beaucoup de projets, on le sait et certainement sur ceux qui écouteront peut-être ce podcast. Donc professionnellement, je ferai une synthèse peut-être en deux phases. La première, où j'étais chef de projet en perspective territoriale et coopération européenne. Et durant cette période, j'ai accompagné de nombreux porteurs de projets à définir leur stratégie de coopération, des plans de financement, d'investissement également, alors dans des domaines aussi variés que les transports, le théâtre, l'éducation, l'industrie de pointe également, le tourisme évidemment. Et puis j'ai piloté certains projets en direct, notamment dans le cadre de la mise en place d'une politique montagne à l'échelle européenne. Je sais que ça sont des sujets qui vous parlent également. Et puis une seconde phase, un peu différente, où là j'ai été directrice générale, donc en premier lieu d'une association, la Grande Traversée des Alpes, association éponyme à l'itinéraire Grande Traversée des Alpes. Et j'ai eu dans le cadre de cette direction générale aussi une mission stratégique de consulting auprès du board de Michelin Voyage, au siège à Boulogne-Billancourt, pour la mise en place d'une plateforme de commercialisation en ligne de l'itinérance. Puis j'ai quitté ces fonctions en 2017, puisque là, à cette occasion, j'ai pris la direction de l'entreprise, du tour opérateur Tirawa, qui est en phase de transition, puisque ses fondateurs, tous âgés d'une 60aine d'années, prennent leur retraite. Et donc, ils ont souhaité que je prenne leur succession à la tête de cette belle entreprise. Et je ferai peut-être juste une petite incise, c'est que dans ce parcours, en 2015, fin 2015, avec 9 amis, on a cofondé une SAS, un café vélo, qui se trouve à Chambéry. Nous sommes tous en fait des dirigeants d'entreprises dans des domaines très différents, pas seulement liés au tourisme. Et donc on a créé un magasin de vente de vélos et un bar-restaurant spécialisé produits bio et locaux, sachant qu'aucun de nous n'avait jamais vendu de vélo, ni même servi dans un bar ou fait de la restauration. Donc c'était une aventure assez particulière. Et cette TPE-PME avait vraiment une singularité,
c'est comme c'est une société avec 2 activités, nous avons 2 conventions collectives, 2 codes APE, une fiscalité très spécifique. Tout le monde nous déconseillait ce modèle-là. Tous les fiscalistes qu'on a vus au départ nous ont dit mais jamais il faut monter une telle société, ça n'existe pas. On l'a fait. On a ouvert en 2016 et après 5 années d'exploitation, on a considéré les 10 associés qu'on était un peu au bout du projet et on l'a vendu. C'était en mars 2022, c'est donc tout récent. Donc en fait, mon parcours académique et professionnel finalement est jalonné de belles rencontres très inspirantes qui m'ont façonné quelque part, qui ont façonné la dirigeante que je suis aujourd'hui et je leur dois aussi beaucoup. Alors juste pour rire, quel était le sujet exact de ta thèse? Ah, c'est une bonne question. Oh, j'ai travaillé sur, alors le sujet, le titre peut-être, ça devait être, je sais plus, la patrimonialisation des produits de terroir en Europe du Sud. En fait, vous savez, les années 90, c'était le grand combat entre l'OMC, qui ne voulait pas des laits crus, et puis toute l'Europe du Sud qui se battait pour les appellations d'origine contrôlée. Il s'agissait de démontrer que les savoir-faire locaux permettaient vraiment de gérer le vivant, tout ce biologique très particulier, et que ça pouvait être très sain pour les personnes qui en mangeaient. Et donc j'étais sur ces questions-là et je participais à ça à l'échelle européenne. Du coup, tu manges du fromage fermier, c'est ça? Oui, et je bois du bon vin, avec modération. Alors pour revenir à ton poste actuel, donc en tant que directrice des opérations chez Tirawa, est-ce que tu peux nous parler de ton arrivée donc dans cette agence et puis finalement nous parler aussi en détail des valeurs de Tirawa, qu'est-ce qui vous différencie des autres tours opérateurs, quels sont vos fondamentaux? Alors, Tirawa, c'est donc un tour opérateur. Et c'est important de le dire, c'est-à-dire que nous créons et nous distribuons nos voyages. Et ça, c'est une particularité. Le terme agence de voyage, même si nous faisons partie de ce milieu-là, souvent l'agence de voyage, c'est le distributeur, celui vers qui le client va aller pour acheter son voyage, mais ce n'est pas le créateur. Et nous avons donc cette particularité d'être tour opérateur. Tirawa a été créé, fondé il y a une vingtaine d'années. On travaille sur une cinquantaine de destinations, on a environ 2000 clients par an, avec un chiffre d'affaires, je vais prendre celui de 2019, parce que 2020, 2021, ça n'a pas beaucoup de sens, mais 2019, un chiffre d'affaires de près de 9 millions d'euros. C'est une société indépendante, j'y reviendrai peut-être aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que le capital nous appartient aux salariés uniquement, ce qui nous octroie d'ailleurs une grande liberté d'action. Nous proposons des voyages lointains, donc ça veut dire que nous ne proposons ni la France ni l'Europe, sauf sur quelques voyages très spécifiques. L'idée, c'est d'aller vraiment hors des sentiers battus. C'est pas un terme galvaudé pour nous. Toujours accompagné par des équipes locales que nous formons, à la fois aux Français, au guidage, à la gestion de l'altitude, par exemple, avec également pour nous un très haut niveau de prestations et de services. Si vous avez fait rapidement le calcul du rapport chiffre d'affaires client, vous constatez qu'en fait le panier moyen est de 4 500 euros, ce qui est relativement élevé dans la profession. Sur la question des valeurs, on a la chance, on y travaille quotidiennement, mais d'avoir un très haut taux de satisfaction client et une clientèle extrêmement fidèle. Et ça, cela tient, je pense, à un certain nombre d'engagements et d'exigences. D'une part, nous connaissons très bien le terrain. C'est-à-dire que nous voyageons tous beaucoup pour définir vraiment les itinéraires de qualité, aller là où les autres ne vont pas. Trouver des hébergements de charme, de caractère, des hébergements locaux où l'on est bien accueilli. On travaille étroitement avec les équipes locales pour que nos voyages soient à la fois originaux, qui permettent réellement de découvrir un pays, une culture, une population. Et cette expertise de terrain, elle est très appréciée par nos clients parce qu'on peut vraiment apporter un conseil très expert sur chaque destination. Euh, Individuellement, nous ne connaissons pas toutes nos destinations, mais il y a systématiquement une personne dans l'équipe qui connaît parfaitement l'itinéraire sur lequel le client cherche un conseil. Et puis on va aussi sur le terrain, parce que quelque part, philosophiquement, euh, on en est assez convaincu, c'est-à-dire que le mouvement féconde l'aspiration. Voilà, c'est un sujet qui est important pour nous. L'originalité, elle vient aussi du terrain. Et ça, c'est vraiment une conviction qui est partagée depuis l'origine d'ailleurs de Tirawa. Et en termes d'engagement ou d'exigence, on a noué aussi des relations vraiment de confiance profonde avec nos partenaires locaux, avec qui nous travaillons au quotidien, pour assurer une rémunération qui soit juste,
s'assurer que sur toute la chaîne, en fait, toute la chaîne de valeur soit respectée. C'est pas simple en fait de travailler avec des pays à 5 heures, 6 heures de décalage, avec des cultures complètement différentes de la nôtre, avec des gens qui ont des préoccupations qui ne sont pas les nôtres. Donc c'est important en fait d'aller sur le terrain, de pouvoir les rencontrer et de nouer des relations qui ne soient pas que professionnelles. Sinon ça ne peut pas fonctionner. Quand tout va bien, eh bien tant mieux. Et quand ça va mal, c'est important de se dire les choses. Donc l'intimité qu'on arrive à créer par les voyages, elle est absolument essentielle et c'est ce qui est aussi reconnu aujourd'hui par nos clients. Et puis nous sommes très exigeants sur les prestations que l'on peut appeler annexes en fait au voyage. C'est-à-dire nous refusons de travailler avec des compagnies low cost. On ne travaille qu'avec des compagnies régulières qui sont plus fiables, qui sont plus respectueuses aussi des règles sociales dans les différents pays, avec des services souvent plus qualitatifs, des meilleures connexions, des vols directs, des escales qui sont mieux organisées. Donc on sélectionne en fait tous ces prestataires. Si je résumais, je dirais que pour nous, peut-être que en fait, l'organisation des voyages est un art fragile et raffiné qu'on essaie de partager en fait avec nos clients, qui comprennent que c'est pas des choses simples. On alimente beaucoup les contenus, nos contenus. On a un magazine digital sur nos réseaux sociaux. On anime mensuellement des vidéoconférences sur les destinations ou sur une certaine façon de voyager. Et puis surtout, on passe du temps avec nos clients au bureau, au téléphone, dans les salons, et puis en voyage, puisqu'on est souvent aussi en accompagnement de voyage. Ouais, je comprends que vous êtes sur une approche qui est hyper qualitative du voyage, qui est aussi socialement respectueuse, qui vise à former, à faire monter en compétence les populations locales et à faire en sorte que les deniers leur profitent aussi, hein, ces deniers qui viennent de l'étranger. Cela dit, qu'est-ce que tu réponds aux détracteurs du tourisme longue distance, parce que de plus en plus, on entend des voix qui s'élèvent contre cette forme de tourisme. Alors, il y a deux choses en fait. Il y a un sujet qui va être un peu philosophique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'apporte finalement le voyage, pourquoi est-ce qu'on y va, et puis le prix écologique en fait de notre mobilité. Nous sommes mobiles et nous le serons encore plus les outils digitaux, tout comme le déplacement physique, quel qu'il soit, proche ou lointain. Et donc, cette question-là, je la mettrai à part parce que c'est un sujet qui est à régler. Sur cette mobilité, elle a un vrai prix. Et pour moi, le pas cher, ça cache souvent de la misère. Et c'est aussi cela, je pense qu'il faut prendre en compte. Quand je vois le prix du billet d'avion à 30 euros, 40 euros pour aller quelque part en Orient, ça n'est pas normal, ça n'est pas le vrai prix des choses. Euh, pour moi, il faut se battre contre le tourisme de masse, la surfréquentation, mais pas contre le tourisme populaire. Il faut être attentif à ça. Le tourisme populaire, il a sa place. Et le voyage, il est absolument essentiel. Le voyage, c'est éprouver l'altérité, avoir des émotions, être face à de l'incertitude, des choses qu'on a de moins en moins dans une société de plus en plus à la fois sclérosée et avec une peur du risque permanent. Et le voyage, il permet cette incertitude. Elle est formatrice, elle permet un apprentissage. Et je distingue ce qui est de l'ordre des vacances et ce qui est de l'ordre du voyage. Le voyage, il nécessite un apprentissage. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des vacances et qu'il ne faut pas être en vacances en voyage. Néanmoins, je pense que c'est un état d'esprit qu'il faut avoir et qui se construit. Si je reprends au XVIIIe, XIXe siècle, les Britanniques, les jeunes Britanniques, quand ils sortaient de leur école, ils avaient une obligation de faire le grand tour. Le grand tour, c'était quoi? C'était aller rencontrer à la fois des maîtres artisans dans les domaines dans lesquels ils étaient, mais c'est aussi se confronter au monde, se confronter à l'étrangeté. C'était se rendre compte que rien n'est acquis. C'est la vastitude quelque part du monde qu'ils devaient aussi appréhender. Et ce grand tour faisait partie de l'apprentissage. On l'a un peu perdu, même s'il y a des programmes Erasmus, etc. Mais c'est quand même très, très cadré. Et pour moi, même si, bien sûr que la question écologique est un sujet, on pourra parler sur les questions d'absorption, etc. Mais il n'empêche que fondamentalement, le voyage devrait être plus qu'un privilège. Ça devrait être vraiment un droit, je crois, pour l'ensemble des populations. Lorsque je t'écoute, Muriel, en fait, ce qui me vient à l'esprit, il y a un positionnement qui est quand même très fort, très clair,
au sein de Tirawa. Une singularité, enfin, tu parles effectivement extrêmement bien des bénéfices, des voyages, avec une dimension même philosophique et en fait, j'étais en train de noter et je me dis: «Mais il y a énormément d'aspects qui ont trait à ce qu'on appelle le capital immatériel des entreprises». Quand déjà le capital appartient aux salariés, donc là, la partie, immatérielle sur l'engagement, des actionnaires pour l'entreprise, bah, on est plutôt, dans une bonne maturité à ce niveau-là. Sur le pilotage des compétences spécifiques maîtrisées, je me dis qu'il y a beaucoup des experts sur chaque destination et autres. Donc ça aussi, ça en fait partie. Une clientèle fidèle, un taux de satisfaction élevé, des relations de confiance avec, les partenaires, des engagements, sociaux et responsables. C'est des choses qui se sont construites finalement parce que donc on voit que, intuitivement la maturité immatérielle au sein de l'agence est une dynamique, plutôt très positive. Est-ce que ce sont des choses qui sont construites parce qu'il y avait une appétence au niveau individuel de chacun d'entre vous sur justement, la qualité du capital humain, et la responsabilité que l'on a, dans nos actions et dans notre façon de travailler et de concevoir le monde et la société? Ou est-ce que ça s'est fait dès le démarrage, ça s'est construit? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, les 3 fondateurs sont complètement dans cet état d'esprit. C'est amusant parce que les 3 fondateurs, Christian Juny, Christian Leroy, Robert Dompnier, sont des personnalités, presque antinomiques, je dirais, quand on les rencontre. Et pourtant, ils ont philosophiquement cette même idée de ce que doit être le voyage, avec une intransigeance totale, enfin surtout ne pas aller sur tout ce qui va être cheap, ce qui va être non respectueux. Et en permanence, on revient parfois aussi auprès de nos clients qui font des remarques, non pas désobligeantes, et simplement maladroites, parfois par méconnaissance. Je vous donne juste un dernier exemple. Au Népal, à l'automne dernier, on a un client, ça faisait longtemps que le Népal n'avait pas accueilli des clients, donc un groupe de clients part en trek et puis, un client nous dit: «Oui, bon, le guide, il était très, très bien, mais alors il faisait tout le temps des photos, tout le temps il faisait des photos, des selfies et cetera. Bon, c'est quand même notre guide». Oui, sauf que les Népalais, d'abord, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils ont des vrais téléphones, des vrais smartphones et ensuite ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient pas travaillé, 2 ans qu'ils n'étaient pas repartis sur les itinéraires, en route vers l'Everest ou sur les Annapurna. Ils étaient fiers de refaire des photos, envoyer des photos à leur famille, à leur communauté de guides et donc en fait, il était émerveillé aussi le guide et il faut respecter ça. Il faut imaginer que le guide n'est pas là simplement à attendre le touriste, à se dire: «Je bosse que pour lui, je ne fais rien à côté». Eh ben ça, faut leur expliquer parce qu'on est dans notre monde, et on part en vacances, on a l'impression que tout le monde, ça va tourner autour de soi. Non, ce n'est pas vrai. On arrive dans un pays qui certes nous accueille avec des professionnels, mais ces professionnels, ils ont leur vie, ils ont leurs problématiques et ils ont le droit aussi de les avoir pendant qu'ils guident, à partir du moment où ils font effectivement leur travail. Mais peut-être pour répondre à peut-être encore un peu plus, peut-être que je peux vous livrer un petit secret finalement, on n'en parle pas souvent, mais mon On recrutement, adore les secrets. Oui, oui, vas-y. bon là c'est un beau teasing quand même, hein. Ah ouais, Hem, magnifique. Mon recrutement à Tirawa, en réalité, j'étais pas du tout attendue sur ce poste et je ne connaissais pas Tirawa avant d'y être. C'était pas du tout dans mon champ, mental, et il se trouve je dis à un ami, je dis: «Voilà, ça fait, 7-8 ans que je suis à la grande traversée des Alpes. Bon, j'en ai fait un peu le tour, écoute, peut-être que l'année prochaine, j'aurai envie de faire autre chose». Et il me dit: «Mais ne bouge pas, j'ai quelque chose pour toi». «Non, non, surtout pas maintenant, j'ai le temps, non, 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 cet après-midi, je t'envoie une info». Il m'envoie une info sur un poste qui est justement la direction de Tirawa en me disant: «Mais appelle-les, ils cherchent, ils sont en fin de recrutement, appelle-les tout de suite». J'hésite un peu, je me dis: «Mais en fait non, ça me correspond pas, jamais ils vont venir vers moi». Bon, et puis par amitié pour, cet ami, j'appelle. Bon, je sens que c'est assez froid quand je me présente. On me dit: «Oui, on va parler de vous», mais bon, on voit pas bien. Poliment, on prend rendez-vous avec 2 des fondateurs. Je les vois la semaine suivante, j'arrive, je préviens, ma compagne à la maison que je serai là à peu près pour, enfin très rapidement, je vais rester une demi heure, mais je vais rentrer. Et puis je m'installe, ils étaient à 2 mètres de moi, ils me donnent leur carte de visite, on se regarde et on se dit très honnêtement, bon, on est d'accord qu'on ne sait pas bien ce qu'on fait là, c'est par amitié. Bon, on va quand même se dire des choses, après tout, passons un bon moment ensemble, mais vraiment, on n'a rien à faire ensemble. Je dis oui, effectivement, je vois pas bien ce que je fais là. Puis on commence à discuter. Et puis là, on commence à rentrer dans le détail sur des questions philosophiques qui n'avaient pas forcément trait au voyage. Et puis on continue à échanger. Et puis au bout d'un moment, on se regarde, puis on se dit, mais en fait, on a peut-être un truc à faire ensemble. Ils étaient
à la fin de leur recrutement, ils avaient 2 personnes, le choix devait se faire. Je suis restée 2 heures et demie, je suis sortie, on a topé dans la main et ça s'est fait comme ça. Donc en fait, c'est une affaire de rencontre. Je disais tout à l'heure des belles rencontres qui ont façonné aussi la dirigeante que je suis aujourd'hui. Bah, c'est ça, voilà. Et là, je me suis dit: «En fait, on a un truc à faire ensemble». Waouh, une très belle histoire, hein. Mmh. Alors, puisqu'on parle d'histoire, est-ce que tu aurais un souvenir ou une anecdote sur une situation assez incroyable que tu as vécue, soit à ce poste, soit depuis le début de ta carrière? Bah, je peux pas ne pas vous raconter les rapatriements de mars 2020 Ah, parce que là, c'était quelque chose ouais. d'exceptionnel, d'ubuesque. Il faut quand même imaginer que les tours opérateurs, on est quotidiennement confrontés à la gestion de crise. Donc ça, ce sont des choses qu'on maîtrise. On sait mettre en place une cellule de crise, on sait travailler avec le ministère des Affaires étrangères quand c'est nécessaire, on a nos équipes locales, des rapatriements, j'en ai déjà fait, voilà, ça arrive. Mais sauf que au moment où vous avez des clients partout dans le monde et qu'en cascade, tous les pays décident de fermer leurs espaces aériens et qu'en parallèle, on nous dit, «Les étrangers, vous n'êtes plus les bienvenus, rentrez chez vous». Mais on ne sait pas faire. On n'a plus d'avions, les compagnies ne volent pas, les espaces aériens sont fermés et on jette les étrangers. Comment on fait? Et là, c'est en cascade. C'est pas un problème d'un pays qui a un souci, une émeute, une manifestation, un séisme. C'est que là, c'est le monde entier qui se ferme. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à ce moment-là, j'ai décidé, là, je l'ai traité en direct, hein, parce que c'était pas possible de le faire avec toute l'équipe. Par contre, l'équipe était en backup pour toutes les questions opérationnelles, de trouver des billets, Juste etc. pour qu'on se rende Donc, compte du volume, il y avait combien de clients hors de France? oh, nous, on en avait une centaine. Ok, donc 100 dossiers. Oui, sans Pax, Ouais. oui, oui, oui. Et alors, ce qui est à la fois beaucoup pour nous, ce qui est peu par rapport à beaucoup d'autres tour opérateurs, mais au regard de notre clientèle annuelle, pour nous, c'était beaucoup. J'en avais au Costa Rica, j'en avais en Inde, j'en avais en Nouvelle-Zélande, au Cap-Vert, j'en avais en Colombie, bref, j'en avais un peu partout, sur tous les continents. Donc j'ai créé des groupes WhatsApp avec chaque groupe de clients et le guide. Je les avais au téléphone à peu près toutes les 2 heures. Donc je me réveillais, enfin, toutes les nuits, j'avais un programme comme ça et je leur disais: «Voilà ce que je sais, voilà ce que je ne sais pas, voilà où on en est». Et certains clients, on a essayé de les rapatrier tout de suite. D'autres, on a essayé de leur faire poursuivre leur voyage parce que certains, comme on est hors des sentiers battus, ils étaient très éloignés des aéroports, parfois plusieurs jours pour rejoindre un aéroport. Donc il fallait s'assurer de leur sécurité, de leur trouver des hébergements alors que tout fermait. Il faut imaginer que tous les hébergements, les restaurants, tout fermait. C'était extrêmement compliqué. Et donc, j'avais ces clients. Et j'ai eu peut-être 2 anecdotes. L'une, c'était des gens qui rentraient de Nouvelle-Zélande, qui finalement sont passés par l'Australie. Ils sont arrivés à Dubaï. À Dubaï, ils devaient faire un Dubaï-Paris. Ils montent dans l'avion et là, on me dit: «Ah non, mais ils vont à Londres parce que bah, Paris, c'est fermé». Donc, je me suis dit: «Mais à Londres, qu'est-ce que je fais?» Donc, j'aurais trouvé un hôtel. Après, j'aurais réservé l'Eurostar. Quand ils sont arrivés, je les ai re-eu au téléphone. Le lendemain, il y a 3 Eurostars, 2 ont été annulés. Le mien, le seul sur lequel j'avais mes clients, a été maintenu. Et ben, il se trouve qu'ils étaient tout seuls dans l'Eurostar. Ils m'ont envoyé des photos très drôles en me disant merci de nous avoir privatisé l'Eurostar. Et j'avais des clients qui étaient au Costa Rica, dont on savait la veille que pour un confrère, étant donné qu'il passait par Madrid, puis Madrid-Paris, et à Madrid, il ne voulait pas recevoir d'étrangers. Et mon confrère, ses clients avaient été refusés à l'embarquement la veille, en disant non, il est hors de question, vous passez par Madrid, on ne vous prend pas. Donc j'avais eu mes clients en leur disant, vous faites ce que vous voulez, vous vous roulez par terre, vous rampez, vous pleurez, vous criez, mais vous rentrez dans cet avion, parce que sinon, je ne sais pas comment faire. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ils sont rentrés dans l'avion, ils m'ont envoyé plein de photos à Madrid, ils sont rentrés en France, et j'étais au Salon mondial du tourisme dernièrement, et ces clients sont venus, et ils m'ont dit: «Muriel, ça fait 2 ans qu'on veut vous voir, on va faire des photos pour les envoyer à tous ceux du groupe qui ne sont pas là. Vous pouvez pas imaginer ce qu'on a vécu avec vous». Donc là, ça a été un moment exceptionnel, mais au-delà de la partie émotion, qui est évidemment très agréable, on a ramené tout le monde en toute sécurité, tout le monde était ravi de la prise en charge, c'est qu'on a aussi développé une expertise vraiment nouvelle et assez exceptionnelle en fait sur la gestion de crise et ce que ça amène pour un tour opérateur de gérer des situations aussi ubuesques que celle-là. Waouh, je suis assise. Ça a dû être extrêmement puissant au niveau émotionnel et en termes de montagne russe émotionnelle. Mais donc du coup, toi, t'étais ici en France quand tu as piloté tout ça. Est-ce que tu as une anecdote d'un truc qui t'est arrivé personnellement en voyage ou dans le cadre de ton expérience avec la GTA, par exemple? Alors sur une expérience,
c'est difficile parce qu'on en a toujours beaucoup, je sais pas si j'ai quelque chose d'extraordinaire. Ça m'est difficile en fait, les choses me semblent toujours assez couler de source et finalement, on trouve toujours des solutions, que l'on soit, en voyage ou, mais cette expérience-là, elle était quand même, extrêmement forte parce que je l'ai vécue dans ma chair sur ces rapatriements. C'était, difficile, épuisant. Le monde s'est arrêté et moi, j'étais encore à 200 ou 300. Et je me suis arrêtée de travailler plutôt autour du 7-8 avril, alors que la France était à l'arrêt. Et tout d'un coup, quand tout le monde est rentré, je me suis dit, mais en fait, maintenant, je fais quoi? Et j'ai mis plus d'une semaine à récupérer, à me réorganiser sur un rythme, parce que j'étais totalement paumée. Vraiment, je comprenais plus ce qui se passait, tout s'était arrêté, et moi, je ne m'étais pas arrêtée. Donc voilà, je crois que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, qui va me marquer durablement, en réalité, sur mes fonctions. Et en termes de donc là, on voit que l'engagement était, total, hein. Ils ont, le recrutement sur les soft skills, ça a du bon, hein, finalement. Les équipes, c'était, comment vous avez fonctionné aussi pendant cette période-là? Et est-ce que également donc, puisqu'on voit que le recrutement, le tien en tout cas, était vraiment, un peu à part et basé sur justement, ces, qualités, plutôt, relationnelles, de comportement et d'adéquation entre ton ADN et celle de Tirawa. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous développez dans le recrutement? Et est-ce que justement, en ayant été confronté à cette crise il y a 2 ans, comment les équipes ont réagi et cet engagement, est-ce qu'il se traduit de la même manière aussi avec les autres personnes avec qui tu travailles? Oui, bien sûr. En fait, on est une petite équipe, hein. On est 9-10 salariés. Heu, tous là depuis très longtemps. Il n'y a pas de départ à Tirawa et quand il y a un départ, c'est pour, un autre bel engagement professionnel, mais sinon les gens ne partent pas, donc les recrutements sont faibles, en fait, chez nous. Ce qui pose d'ailleurs d'autres questions, hein, sur la façon d'amener des talents nouveaux, de lever parfois quelques scléroses, hein. On a tous des habitudes et on aime se conformer à ces habitudes-là. Donc c'est important d'avoir des recrutements, mais on en a pas tant que ça. Heu et en fait, comme tout le monde voyage ici, y compris ceux qui sont, simplement sur des tâches, administratives, hein, d'assistance technique, on les fait voyager, on les force à partir parfois juste avec des clients. Ce sont comme des vacances, mais c'est important d'aller voir sur place et de s'y confronter. Ce qui fait que chacun, je crois, a à la fois le sentiment d'être, la capacité d'être en veille et en alerte permanente, de rendre service quand c'est nécessaire, hein, de se mobiliser autant que nécessaire, mais aussi une forme de flegmatisme, de flegme en fait, pour ne pas faire les hauts les bas, ne pas faire les montagnes russes, mais d'arriver à garder le nez, suffisamment haut pour pas être pris en fait dans la mêlée. C'est Moi j'ai un peu le principe de dire, dans l'agitation, il faut savoir filtrer les bruits parasites. Voilà, et je crois que c'est quelque chose qui est, acquis chez nous. Voilà, c'est les personnes ressemblent en fait, se ressemblent dans ce type de compétences. Et malgré tout, est-ce que tu peux on aime bien poser cette question-là, sur ton parcours, si tu regardes un peu en arrière, est-ce que tu peux nous dire s'il y a, en fait, quelque chose dont tu es, particulièrement fier, vraiment, quelque chose qui relève de l'accomplissement et à contrario, une erreur que tu aurais faite, que tu as réalisée avec, voilà, avec les années, et comment tu l'as gérée? 2 temps forts comme ça, un très positif et un très négatif. Je suis embêtée parce que je ne sais pas vous donner un temps fort. C'est étonnant. Je ne sais pas si c'est le fait, d'être une femme et qu'on a du mal peut-être à reconnaître, quelque chose qui est très fort, un vrai accomplissement. Moi, j'ai l'impression que les choses coulent, elles sont normales parce que je sais saisir les opportunités. En fait, je n'ai pas peur de prendre des risques, mais dans une société, je me dis: «Est-ce que réellement je prends des risques? Qu'est-ce que je risque au final à changer de job?» Bon, finalement, c'est assez simple. Hem, sur une erreur, et encore une fois, on en tire toujours des enseignements. On évoquait le café vélo que nous avons donc créé et vendu, récemment. On était tous très enthousiastes, tous dirigeants d'entreprise, et on avait envie de se dire: «On veut créer un lieu qui n'existe pas, une entreprise qui n'existe pas. On va se lancer collectivement dans une nouvelle aventure entrepreneuriale», et on s'est lancé donc sans avoir de compétences, pensant partager notre enthousiasme et notre énergie avec des recrutements que l'on souhaitait idoines. Et finalement, assez vite, on a été rattrapé par la réalité, par des problématiques, d'organisation, de questions hiérarchiques qui n'existaient pas vraiment. On a été confrontés, en fait, à tout ça, un manque de compétences parce que légitimement, les clients attendaient aussi un niveau de service qui n'était pas forcément là.
Et de cette énergie, en fait, on s'est un peu épuisé, puisque aucun de nous ne travaillons dans cette société. On avait tous nos jobs par ailleurs et on était associés, on y a mis de l'argent, on y a mis de l'énergie, mais on n'y travaillait pas. Et on était déconnectés en fait de la réalité des besoins des clients comme des salariés. Et donc, si on a vendu, c'est aussi parce qu'on savait qu'on était au bout du projet et que cette société, même si on l'avait rendue viable et solide, elle avait besoin d'un nouveau souffle et d'un cadre managérial que nous n'étions pas en capacité d'apporter et qu'on n'avait plus envie d'apporter au bout de 5 ans parce que de toute façon, nos vies professionnelles, personnelles avaient déjà évolué. On avait envie de se lancer chacun ou avec certains sur d'autres projets. Donc ça a été une erreur, mais sur laquelle moi je tire beaucoup d'enseignements. C'est-à-dire que ce qu'on peut appeler l'holocratie, hein, qui est l'idée vraiment aussi d'une organisation entre salariés, vraiment ça s'apprend. Et nous, on a été très naïfs, en fait. Alors heureusement, les 10 associés, on était amis au départ, on est toujours amis. Donc ça, c'est quand même une force. Quand on sait se parler avec bienveillance et avec intelligence, on peut maintenir de l'amitié dans le travail. Mais on a été très naïfs et voilà, on a fait vraiment une erreur de départ qui aurait pu nous coûter cher. Finalement, on s'en est sorti, mais ça a été une erreur riche d'enseignements. Alors, pour nos auditeurs, je me permets de dire que Muriel est extrêmement humble et elle aurait pu citer dans les temps forts le fait elle s'est vue remettre la médaille de bronze du tourisme. Alors, vous ne la voyez pas, mais ça l'amuse beaucoup maintenant que je le mentionne. Est-ce que tu peux nous raconter d'abord qu'est-ce que c'est que cette médaille ? Comment est-ce qu'on l'obtient et qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Mais tu sais que j'en sais rien du tout. Non, c'est pas possible. Un jour, je reçois ça à la maison. J'ouvre l'enveloppe et je reçois la médaille de bronze du tourisme. Mais t'avais concrètement une médaille dans les mains avec un ruban et tout ? Non, c'est un diplôme en fait que l'on reçoit et ensuite on peut demander, en général c'est un élu qui peut remettre cette médaille. Alors on le fait, je crois, c'est une médaille d'or, une médaille de bronze, j'en sais rien. Mais j'ai reçu ça un jour chez moi. Je venais d'ailleurs d'arriver à Tirawa, donc j'étais quand même très fière en disant j'arrive, puis regardez, quand même votre nouvelle directrice, elle a la médaille de bronze du tourisme. Donc j'ai amené quelques bulles histoire de fêter ça, mais je ne sais pas d'où ça vient. Donc en fait, le principe, c'est que ce sont des gens, hein, des personnes autour de vous, alors dirigeants d'entreprise, élus, etc. Enfin, je sais pas, au cadre de l'administration, qui le demandent en fait. Hein. C'est pas soi-même qui demandons ça. Normalement, c'est comme la Légion d'honneur, c'est comme ces différents ordres en fait qui sont remis. Et donc j'imagine que quelqu'un l'a demandé pour moi, que quand c'est passé dans les fourches codines de l'analyse de l'État, j'ai dû être jugée comme étant au niveau pour recevoir une telle récompense, mais je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas qui l'a demandé. Tu sais même pas qui tu peux remercier alors ? Mais même pas. C'est sidérant ça alors. La seule médaille que tu peux avoir sans savoir comment faire pour l'avoir, la médaille du tourisme. Je sais que beaucoup doivent demander en fait ce type de médaille. Hein. Il y en a pour qui c'est important. J'avoue que pour moi, ça ne l'est pas beaucoup, même si j'étais évidemment fière de la recevoir, de me dire que quelqu'un a estimé que je la méritais. Tant mieux, c'est toujours plaisant. Mais je ne sais pas d'où elle vient. Bon. Alors, comme tu es bien placé pour le savoir, puisque ça fait quand même quelques années que tu évolues dans notre industrie, quelles sont justement les évolutions qui t'ont le plus marqué, disons, sur ces 10 dernières années ? Alors, peut-être que j'en retiendrai deux. La première, c'est sans doute la concentration de notre industrie. En fait, très concrètement, quand on regarde aujourd'hui, dans l'industrie du voyage, hein, vraiment du voyage d'aventure, il y a une très forte concentration, avec notamment un grand groupe hein, qui existe, qui est le groupe Voyageurs du Monde, qui réunit un grand nombre aujourd'hui d'entreprises et de marques. C'est le cas donc au sein de Voyageurs du Monde, il y a Liber Trekking, Terre d'Aventure, Nomade Aventure, Comptoir des Voyages, Chamina, La Pèlerine, Loire-Vallée Travel, et puis d'autres encore, Grand Nord, Grand Large par exemple. Et c'est un groupe qui est coté en bourse, hein, une très belle entreprise, qui faisait en 2019 presque 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et environ 1300 salariés. Et en fait, ce groupe s'est constitué sur ces 10 dernières années, hein, puisqu'il y a un rachat successif des différentes entreprises, qui sont devenues d'ailleurs des filiales. Et puis un deuxième groupe, plus petit, Altaï, qui réunit aujourd'hui différentes marques comme Youans, anciennement Club Aventure.
il y a Atalante, 66 degrés Nord et tout un réseau de réceptifs à l'échelle mondiale. Et dernièrement, Decathlon Travel, qui a rejoint le groupe Altaï. Quelque part, la boucle est bouclée puisque l'actionnaire principal d'Altaï est historiquement, aujourd'hui, c'est le fils du fondateur de Decathlon, hein, la famille Leclerc. Pas les Leclerc des supermarchés, d'autres Leclerc. Donc voilà, donc aujourd'hui on a un très gros groupe, un plus petit, et il reste quelques indépendants, TPE, PME, tels que Tirawa. Donc ce qui a marqué le secteur d'activité du voyage d'aventure, je trouve que c'est notamment cette très forte concentration et consolidation de ce secteur. Et puis peut-être la deuxième évolution majeure dans notre industrie du voyage, ce sont les réseaux sociaux, où les influenceurs euh, semblent un peu prendre le pas sur les aventuriers et sur les explorateurs, où l'instantanéité des réseaux nous inscrit dans un rythme que je trouve un peu subi. Alors néanmoins, à l'heure où le virtuel euh, euh, absorbe peu à peu notre espace et notre temps, je suis convaincue que l'humain est en train de reprendre aussi sa place, reprendre la valeur. Et moi, j'aime bien l'idée défendue par Pasolini, qui disait comment est-ce qu'il dit ça, la culture est une résistance à la distraction. Voilà. C'est quelque chose qui me paraît important. Dans cette instantanéité quotidienne, je trouve qu'on est complètement absorbé, on en oublie parfois un peu le temps long, voilà, le temps d'apprentissage hein, que j'évoquais. Donc, quand je suis arrivée à Tirawa, j'ai donné un mot d'ordre. J'ai dit, pour moi, il n'y a pas de B2B, de B2C, de B2B2C. C'est H2H, c'est-à-dire human pour human. Avant tout, c'est l'être humain. On parle à des êtres humains, à des clients, à des partenaires, entre nous, entre collègues. Il n'est pas question de virtualiser nos relations. Et ça fait partie de la proposition de valeur en fait qu'on a, qui se traduit en fait quotidiennement dans toutes les petites actions que l'on peut mener. Et c'est peut-être un peu un regret. J'aurais pu mettre évidemment la digitalisation dans le voyage, mais je suis pas en accord en fait avec certaines positions où la digitalisation semble être au cœur de la stratégie d'entreprise, là où la digitalisation c'est un outil parmi d'autres. Évidemment que la digitalisation est importante. Nous sommes quasiment un pure player, Tirawa. Nous vendons sur Internet. On a un bureau en Savoie, mais on n'en a pas d'autres. On fonctionne par téléphone, mais les gens, à 80%, commandent directement sur Internet. Donc oui, la digitalisation nous permet d'accéder à des marchés, à des bassins de chalandise qu'on ne pouvait pas avoir avant. Avec quelques milliers d'euros, on arrive à toucher des clients dans le monde entier. Néanmoins, le digital n'est qu'un outil parmi d'autres. C'est un moyen, ce n'est pas une Tout à finalité. fait, tout à fait. Et notre business model n'est pas conçu sur le digital. Donc voilà peut-être les deux grandes tendances que je mettrais en avant dans le cadre de ces 10 dernières années dans le secteur du voyage. Et pour les 10 prochaines années, comment tu vois l'industrie du tourisme? Quels sont les signaux faibles que tu peux détecter? Et même, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se réalise pour justement servir ce projet très tourné vers human to human, vers l'immatériel, voilà, le projet de Tirawa. Qu'est-ce que tu pressens? Alors, avec ce qu'on a vécu ces dernières années et en ce moment, évidemment, je n'ai pas de boule de cristal. Donc, plutôt, je formerai un vœu, mais que je crois quand même réalisable. Alors, toute crise, en fait, hein, offre des opportunités. Mais elle offre aussi un terrain assez propice aux collapsologues qui nous promettent l'effondrement planétaire, aux ultra-crépidariens en mal de notoriété. Et les médias ils font souvent la part belle aussi aux messages très anxiogènes, finalement, qui poussent au repli sur soi, à une pensée un peu étriquée. Et le voyage est dans le collimateur. Trop polluant dans les airs, trop impactant dans les sites patrimoniaux, trop perturbant auprès des communautés locales, trop folklorisant pour plaire aux touristes. Et puis en parallèle, on a donc tous ces outils qu'on évoquait peut-être un peu tout à l'heure, hein, liés à la digitalisation, les chatbots, certes qui répondent très efficacement, mais au détriment d'une personne qui va rentrer dans le détail, d'une ambiance, d'une approche beaucoup plus personnalisée. Le télétravail qui nous fait gagner du temps, mais qui peut-être fonctionne sur
des tâches beaucoup plus répétitives, plus formalisées, mais qui délitent peut-être un peu le tissu social, freinent l'innovation, la création, l'exploration. On a le streaming, la restauration drive, les apéros Zoom, le paiement sans contact, donc fini le cash, la petite monnaie, le pourboire. Et puis les algorithmes qui nous disent comment penser aujourd'hui, qui restreignent encore un peu plus cette pensée. Donc moi je m'interroge en fait sur cette société du sans contact aujourd'hui, telle qu'elle nous est promise. Et sans contact, sans odeur, sans goût, sans saveur. Et c'est évidemment pas ça que je veux, vous l'aurez compris, je pense, par rapport à ce qu'on a pu évoquer précédemment. Et s'il y a une chose que le confinement et malheureusement peut-être la guerre aujourd'hui si proche, ce que ça nous a appris, c'est que nous sommes avant tout des êtres sociaux. C'est sans doute ce qui nous a le plus manqué finalement. On n'a jamais été autant imprégné du monde que pendant les phases de confinement. On nous a jamais autant parlé de l'international que dans ces moments-là. Et notre anthropologie se nourrit de ces relations sociales, du vécu, l'émotion, de ce qu'on peut ressentir en soi. Et pour moi, le voyage, il a sa place. C'est-à-dire comment être une communauté si on ne se voit pas, si on ne rit pas ensemble, si on ne pleure pas ensemble, si on ne vit pas réellement ensemble. C'était Sylvain Tesson qui disait traquer la beauté, c'est déjà un petit peu la défendre. Et moi, je crois que c'est ça aussi le rôle du voyage. Donc, ça paraît peut-être un peu philosophique, mais dans une société qui est très normée, qui est sans surprise, le voyage, il apporte cette part d'incertitude. Et je suis convaincue que le mouvement permet de ne pas asservir les populations. C'est une source d'émancipation. Il y a un très bon ouvrage que tout le monde devrait lire, que toutes les jeunes filles, d'ailleurs, je pense, devraient avoir dans leurs mains, de Lucie Azéma sur l'émancipation par le voyage. Trop de femmes dans le monde n'ont même pas le droit de flâner. La flânerie est déjà condamnée. Elles sont interdites de l'espace public. Et le voyage, il permet ça. Donc il faut, se rendre compte de ce qui se passe dans le monde, soi-même. Et puis, le voyage, le déplacement, cette mobilité, elle permet cette émancipation. Donc, si cela implique le prix écologique de notre mobilité, donc oui, tout cela a un coût, de travailler sur des technologies qui soient meilleures, qui permettent un voyage où on ne va pas toujours dans les mêmes lieux, qui détruisent la faune, la flore, qui ne soient économiquement pas viables pour les populations. Néanmoins, je crois réellement que ce voyage-là, il a sa place, il nous permet de sortir de notre journal intime pour rentrer dans le journal du monde. Et donc, je suis persuadée qu'on a les capacités à absorber, à payer le vrai prix des choses, tout en passant de bonnes vacances, à l'écoute des uns et des autres, et une ouverture d'esprit qui nous est absolument indispensable pour être en capacité collectivement à penser le monde de demain. Merci beaucoup, Dr Muriel Faure, médaillée de bronze du tourisme, d'avoir été notre invitée. Voici non pas 3, mais 5 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que le voyage, c'est éprouver l'altérité. Le voyage nécessite un apprentissage, c'est un état d'esprit et il se travaille. Le second point, c'est que dans l'agitation, il faut savoir filtrer les bruits parasites. Le troisième point, c'est que l'holocratie, qui est une forme de management où la prise de décision et les responsabilités sont partagées entre les différents acteurs d'une entreprise, eh bien, ça s'apprend. On ne peut manifestement pas être naïf dans le business et il faut être lucide et très pragmatique. Le quatrième point, c'est que l'avenir des relations, ce n'est pas le B2B, ni le B2C, ni le C2C, ni le B2B2C, et je pourrais faire tout l'alphabet comme ça, mais le H2H, le Human to Human. Et la digitalisation du tourisme, eh bien ce n'est qu'un moyen, pas une finalité, pour rendre la relation plus humaine. Et enfin, le cinquième point, c'est que le mouvement, le voyage, permet de ne pas asservir une population, mais au contraire, il permet à chacun de s'émanciper et d'être capable de penser le monde de demain. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoor, nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain où nous accueillerons une nouvelle invitée prestigieuse.
Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et vous abonner sur votre plateforme de diffusion de podcast favorite. Bien entendu, pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.